Mesdames et messieurs, boulevard du matin, avenue du mercredi, très heureux. Nous sommes toute l'équipe, près de 45 personnes, attention, mobilisées chaque matin du lundi au vendredi pour la matinale. Christelle Akoussa réalise cette émission avec bien sûr la supervision de Anzelika Eoura. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui c'est mercredi, bien sûr, nous allons parler de beaux sujets. Nous allons parler de famille avec notre Joe Frédéric Zabi National, le fils de Monfla, nous parlera bien sûr de comment gérer sa raison dans le couple. Ensuite, un coach, M. Philippe Simon, viendra nous parler du coaching en Afrique. On est bien curieux de savoir comment un Européen va nous parler du coaching en Afrique. C'est tout le charme de son intervention que nous attendons impatiemment. Sinon, moi, je suis coaché chaque matin par sa bonne humeur, par sa candeur, et puis par ses blagues. Et puis elle aime tellement se moquer. Et ça fait du bien d'être avec elle. Bonjour Alix. Bonjour Marcelin, bonjour. Il faut garder toujours le sourire. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour vous. Et en vous réveillant comme ça très tôt le matin, c'est pas facile. On a testé des fois et on sait que vous nous aimez. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin. Aujourd'hui, mercredi, Marcelin l'a dit, nous parlerons de famille. On essaiera de vous donner des recettes comme ça pour rester toujours dans la bonne humeur et en cohésion. On n'aura pas que le sujet de la famille. Également, Cyriaque Bourou sera avec nous pour parler bien sûr des fake news, des intox les plus ahurissantes qui ont alimenté le domaine de la santé avec ce qui fait l'actualité, hélas, du côté de la Chine, le coronavirus, puis d'autres informations encore à vous distiller. Absolument, vous ne croyez pas si bien dire, ma très chère Alix, parce que nous allons vraiment annoncer que malgré tout ce qui se passe, le monde reste debout au niveau de la santé, mais il faut dire que le coronavirus agit sur l'industrie touristique. La preuve, regardez l'image du jour. Codogno, c'est en Italie qui est devenue une ville fantôme. D'ordinaire, cette rue-là est très fréquentée, très prisée, très arpentée, mais coronavirus oblige. L'Italie est sous vraiment une pression maximale, tout le monde a peur et même au niveau du football, les stades italiens se dirigent vers des matchs à huis clos. Eh oui, hélas, et quand on entend également les hauts responsables de l'OMS prévenir l'Afrique, ma foi, ça commence à faire froid dans le dos. Ça craint, ça craint, ça craint. On espère que toutes les autorités prendront leurs dispositions afin que nous soyons vraiment parés. On a encore souvenance en l'Ebola, les autorités ivoiriennes ont fait tout leur possible afin que cela n'arrive pas en Côte d'Ivoire. On espère qu'à l'instar des autorités ivoiriennes, toutes les autorités africaines, force 54, le nombre de pays de notre continent, puissent faire en sorte que pour une fois, l'Afrique soit épargnée par quelque chose qui n'est pas bien. Ça va changer un peu. Ça, c'est clair. Changement, vous en avez parlé. Donc aujourd'hui, on aura bien sûr nos 3 doses de flash, mais ce sera campé par Mr. Wednesday. Voilà, il est avec nous exceptionnellement, car Régis Kofi ayant servi hier soir pour le magazine du soir, le débat, donc Mr. Friday, exception, Wednesday. C'est à vous. Alors, oui, c'est à lui. Dans une minute, Alix, le temps pour nous de feuilleter un peu le calendrier. Aujourd'hui, nous célébrons les Nestor, Alexandre et ses variantes masculines. Alec, Alexandro, Alex, Alexander, Alik. Pourquoi vous dites Alexandro? Ça vous rappelle des choses? Oh non, je me suis remémoré la chanson de Lady Gaga, Alejandro. Alejandro, oui. Alejandro. Et puis aussi, on a des anniversaires, ma très chère. Eh oui, aujourd'hui, 26 février 2020, nous célébrons Cheikh Emmanuel Adebayor, né le 26 février 1984. Ah oui, si jeune, est un footballeur international togolais qui évolue au poste d'attaquant dans le club paraguayen du club Olympia. Et puis aujourd'hui, elle également, elle a un an de plus. Hélène Ségara, oui, elle ne s'égarera jamais dans nos cœurs, tellement ces mélodies restent gravées. Un an de plus, on lui souhaite un très beau être annuel. Il est 6h pile partout à Bongouanou, Bateau, Tiémélécro, l'un des endroits les plus beaux de Côte d'Ivoire. Merci pour le corporate. Oui. Ah bon, avec l'Agnébi tient ça aussi. Allez, matin bonheur, la bonne humeur, c'est bien d'être ici chaque matin. Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le mercredi décembre marque le début du carême chrétien. En Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, les fidèles catholiques vont se rendre dans les différentes paroisses pour prendre part à la messe ce mercredi, des moments de prière, de pénitence et de partage. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité hier mardi une série de réflexions sur les actions engagées en Côte d'Ivoire
contre la déforestation et la pollution de l'environnement. Des réflexions qui visent à analyser les initiatives en cours dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre causés par la dégradation des forêts. Les travaux permettront également d'orienter les entreprises privées du secteur de l'agriculture vers toute initiative tendant à sauver l'environnement. Le compte-rendu de Jean-Marc Gadji. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020 et ses partenaires réfléchissent sur l'impact des initiatives en cours contre la déforestation et la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, surtout celles engagées par des entreprises privées agricoles et les structures gouvernementales. Jusque-là, la déforestation, depuis que les entreprises ont pris les engagements, n'est-ce pas, et le gouvernement, la déforestation ne peut que s'accentuer. Okay? Il va falloir qu'on pense différemment. L'approche juridictionnelle nous permet de réunir tous les acteurs, de travailler à la fois avec les acteurs de la filière cacao, les acteurs de la filière palmier à huile, les acteurs de la filière, je dirais, EVA, et même les industriels du bois, pour qu'ensemble on puisse adresser les facteurs de la déforestation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réitère son engagement à hisser au premier plan l'agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020, aide les producteurs, les acheteurs de produits agricoles et forestiers à réaliser leur engagement en faveur des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. La commission paritaire des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a procédé au lancement du premier séminaire de formation de ses agents. La rencontre avait pour objectif d'inculquer aux ex-commissaires priseurs et huissiers de justice les valeurs d'éthique et de déontologie de la nouvelle corporation des commissaires de justice. Voyons tout cela avec Astou Touré. Huissiers de justice et commissaires priseurs, désormais dans le même corps de commissaires de justice. C'est une décision du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut réunir les membres de cette famille antique d'auxiliaires de justice pour plus de proximité, d'efficacité et de promotion de l'état de droit. Pour matérialiser cette décision, la commission paritaire des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a initié le premier séminaire de formation des commissaires de justice. La rencontre vise à inculquer aux ex-commissaires, priseurs et huissiers de justice les valeurs d'éthique et de déontologie de la nouvelle corporation. Ce séminaire inaugural de formation des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires priseurs est le premier pas d'une marche nécessaire, indispensable et obligatoire vers une mise à niveau mutuelle pour une amélioration significative de nos capacités dans l'exercice de notre nouvelle profession. La fusion enclenchée est gage d'efficacité en gain de temps et pourrait inspirer une harmonisation internationale à long terme. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme rassure les membres de cette corporation de la disponibilité et la volonté de l'État à les accompagner dans l'exercice de leur mission. Pendant 4 jours, en plusieurs sessions, les commissaires de justice de Côte d'Ivoire seront formés par des experts ivoiriens et européens. Plus de 300 participants ivoiriens prendront part à cette rencontre de partage d'expériences. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale dans ce premier point d'information dans Matin Bonheur, l'information qui revient dans une demi-heure. Merci à vous. Allez, aujourd'hui c'est mercredi et depuis maintenant plusieurs semaines, on essaie de vous inculquer les mercredis cette bonhomie enfantine là avec notre coach Anissé Zadi. Aujourd'hui, il a une cohorte de princesses qui esquisse de pas de danse. À vous, à la maison aussi, à recopier. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, vous allez danser avec nous et nous sommes là pour vous donner un peu plus de bonne humeur. Attention les filles, on va partir avec bisous, ok? C'est bon? Donc j'espère que vous êtes bien échauffés à la maison parce que tous les mercredis c'est votre rendez-vous, donc il faut bien vous échauffer. Pousse-toi bien, on y va. 1. Pousse bien. Et 1. Et. Roule bien. Et. Encore. 1. Pousse bien. On roule bien. Et. Encore. 1.
et, ok, on revient ici, on descend les bras, on descend bien les bras, attention, et on va lever le bras gauche, 1, gauche, descend, on bloque sur le côté, on revient, allez vite, 1, on change de bras, 1, 2, 3, bloc ici, 1, 2, 3, 4, et 1, et, attention, je reste, et, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on descend, 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 1, on lève les jambes, allez, 1, et, 1, encore, 1, et 1. On descend bien, on descend, on descend. 1, devant. 1, derrière. Encore, devant. Roule, roule, et allez. 1, 2, 1, et 1. Descends bien, allez, descends, encore. 1, descends encore. Encore. Et attention, et ok, je pousse bien, on descend encore, on regarde devant, et en haut, attention, 1, et encore, 1, et 1, et 1. Attention ici. Là. Et 1. 1. C'est bien les filles. 1. Pousse bien. Allez, on sourit. 1. Et on va redescendre ici. Et 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. En haut, les bras en haut. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 5, 6, 7, en bas. 1, 2, 3. Allez, bouge bien, bouge bien. Encore. Et 1. Et. Bouge. 1. Allez, saute bien. Allez, on y va. Encore. Et. Encore. Attention. Et ici. 1. Et. Encore. Reste. 1, 2, 3. Et. Allez, on descend bien. Et. Encore. Ok. 1. Bravo les filles. À mercredi prochain pour un autre cours. Allez, bye. Elles sont ravissantes, elles sont magnifiques, les filles. Vraiment, elles ont le rythme dans le corps. Il y a une qui était à droite, donc à la gauche du coach, avec Very Happy Girl Today. Et puis il y a une autre qui faisait ça en façon danse classique. Et ça c'est la préférée d'Alix. Oui, effectivement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles y prennent beaucoup de plaisir. Elles sont trop belles à voir. Et puis voilà, à la maison aussi, c'est ce qu'on voudrait vous apporter aux bouts de chou qui nous suivent le matin ou l'après-midi. Voilà, reprenez ces petits mouvements-là sympathiques. Mais ça, c'était la version Cocody 2 Plateau. On attend impatiemment, coach Anissé a dit, la version Yopougon, Nyangon, pour avoir aussi du rythme aussi, parce que là-bas, oui, les filles dansent très bien. Matin Bonheur, dans la bonne humeur, se poursuit avec maintenant l'info, le volet info. Ce sera dans quelques secondes simplement. Le temps pour nous de manger un peu. Et si on allait au Togo d'une certaine manière? La preuve. Eh oui,
puis le Togo nous accueille ce matin pour un petit déjeuner typique, parce qu'il est vraiment vulgarisé de ce côté-là. C'est le djenkoumen, voilà. Djenkoumen, j'espère que j'ai bien prononcé. Et c'est un plat spécialité, bien sûr, du Togo à base de poulet, appelé aussi amiwo. Poulet chez son voisin, le Bénin, voilà. Et donc fait à base de sauce tomate, de poulet et d'une pâte de manioc cuite à la force des bras. Eh oui, c'est très appétissant. Et la particularité des petits déj que nous vous proposons, c'est que c'est très bon très tôt le matin, à midi et même le soir, si on supprime certains ingrédients pour ne pas que ce soit trop lourd. Et ça, on reste fidèle. Oui, on reste fidèle à tout ce que nous dit notre docteur maison. Docteur, qu'on retrouvera certainement demain à matin. Mais lui, on le retrouve maintenant dans le cadre de la revue de presse. C'est M. Renaud Kobia en question. C'est parti. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec le Premier ministre qui souhaite des élections sans accroc. Bonjour aussi Marco. Oui, Amadou Gon Koulibaly veut un scrutin apaisé. Le chef du gouvernement a émis ce vœu au cours de la conférence de presse qu'il a animée la semaine dernière. Le Premier ministre a invité à cette occasion l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique impulsée par le gouvernement pour que les échéances électorales à venir se passent dans de très bonnes conditions. Plus de détails dans Le Patriote. Et puis à la une du quotidien, le président du plus ancien parti de Côte d'Ivoire, le président du PDCI, M. Henri Konan Bédié. Oui, tournée conjointe UF-PDCI, JPDCI, Bédié essuie encore un énorme camouflé. C'est ce que barre à une le quotidien Le Matin qui indique que ces activités organisées par les deux organes du PDCI semblent être un flop. Plus de précisions dans Le Matin. Et dans cette revue de presse que nous dit le quotidien d'Abidjan. Oui, et c'est avec cette une, complot international contre Gbagbo. Wikileaks dévoile de graves secrets d'État. Les États-Unis, la France et ACMI cités. Le confrère dit tout sur les fichiers du renseignement et les emails liés à cette affaire. Plus de détails dans le quotidien d'Abidjan. Et puis, c'est reparti pour 40 jours de pénitence. Le carême chrétien commence aujourd'hui. Oui, et cette période de pénitence de 40 jours, comme vous l'avez dit, commence par le rituel de l'imposition des cendres en ce mercredi des cendres. Soir Info à ce sujet propose un article dans lequel il revient sur les origines et le sens de cette cérémonie. Et il y a eu des affrontements hier dans l'ouest de notre pays. Oui, et c'est à Kabakouma plus précisément. Selon le Nouveau Réveil qui donne cette information, il y a eu plusieurs blessés graves. Pour tout savoir sur cet incident, il faut lire le Nouveau Réveil de ce jour. Et puis, c'est l'info qui rythme vraiment notre capitale abidjanaise. Après le mariage d'Alpha Blondy, sa première femme monte au créneau. Oui, l'épouse coréenne de la mégastar du reggae qu'on voit ici en illustration avec leur fille Soukeina brise le silence en déclarant « Tu ne m'as pas divorcé » ou encore « Tu commets un délit ». Selon Soir Info qui reprend cette information qui a fait le tour de la toile hier, de graves révélations de sorcellerie et d'envoûtement sont citées. Plus de détails dans le numéro de Soir Info de ce jour. Merci, Monsieur Kobia. Merci. On se revoit demain. Madame Alix, à demain. Au revoir. Alors, nous sommes en plateau, nous y restons avec beaucoup de bonne humeur. Nous avons un invité avec qui nous parlerons bien sûr d'intelligence. Il est expert en intelligence financière, le marketing de réseau, quelle fiabilité. C'est un coach, c'est un érudit en la matière et nous allons bien sûr nous abreuver à la source de son savoir juste après le jingle. Invité à tu. Le marketing de réseau, mesdames et messieurs, se décline sous plusieurs formes. Il n'est pas rare de voir cela se traduire au niveau digital avec des personnes qui vous contactent et puis du lobbying, on peut parler ainsi, du réseautage. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les limites? Comment s'y préparer? Est-ce que tout le monde a le droit d'y entrer, d'y accéder? C'est la raison pour laquelle on est très heureux d'être avec le coach Zoromé Mamadou, expert en intelligence financière. Coach, bonjour. Bonjour. Merci pour la tenue très africaine, ça nous fait très plaisir. Merci. On aime notre africanité ici, même si on est en costume souvent, mais on n'est pas... Alors, c'était juste pour vous décontracter. Ouais, merci. Alors, c'est quoi le marketing de réseau? Pour parler comme les Ivoiriens, Okay. Marketing de réseau, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Alors, l'image me plaît, parce que j'en avais amené une. Ben voilà, qu'il y en a une déjà là. Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors le marketing des réseaux, c'est une science.
C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire, comme vous voyez, d'une manière interconnectée. Et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. C'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore, quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte en divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing de réseau. Les Africains pratiquaient le marketing de réseau dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing de réseau, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon, voilà, vous donnez de l'argent, vous venez au bout de combien de temps, ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit, donc qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité, et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., des soins. Il le teste, il le goûte, et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Okay. Alors donc, le principe, ce n'est pas, on ne cherche pas des vendeurs. Ça, c'est le marketing usuel, où chacun se débrouille, il se promène pour vendre. Or, le marketing de réseau, justement, c'est comment faire pour dupliquer les ventes et comment faire pour que quelqu'un puisse être un entrepreneur avec peu d'argent. Alors, ça nous intéresse au plus haut point, parce que vous avez parlé de profits conséquents à faire. Ouais. Comment ça fonctionne, justement, ce marketing de réseau-là? Quels sont ses fondements? Alors, les fondements, c'est quoi? Vous voyez, je montre un peu ce schéma-là par rapport à la vente traditionnelle. Alors, je suis commerçant parce que j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter, je viens vendre. Mais dans le marketing de réseau, je prends par exemple votre téléphone. Vous dites, mon téléphone coûte 600 000 francs. Et vous êtes content, vous dites à tout le monde, j'ai un smartphone de 600 000. Mais en fait, le téléphone est parti du fabricant à vous. Mais vous n'avez pas acheté le téléphone directement chez le fabricant. Je ne dirais pas de nom parce que pour question de publicité. Disons un téléphone X, vous ne l'êtes pas allé chez le fabricant pour en acheter un. Le téléphone a fait tout un tour avant d'arriver chez vous, chez moi. Nous sommes des consommateurs. Il a fait tout ce tour. Il est passé par la grande publicité qui coûte très cher et qui est répercutée sur le prix du téléphone. Il est passé par des importateurs régionaux, des gens qui importent par exemple pour tout l'Orient, l'Océanie, etc. Ils ont mis leur marge. Nous avons nos commerçants qui vont aller acheter 700, 300, 400, 600 téléphones. Ils ont mis leur marge parce qu'ils ont voyagé, ils payent la douane, ils payent le transport, etc. Et lorsque le téléphone arrive 600 000, en réalité, ce n'est pas un objet de 600 000 francs. C'est un objet qui a fait tout un tour. Et moi, j'ai servi à enrichir toutes ces personnes. Les statistiques montrent que c'est au moins 70% du prix de l'objet. Donc, quand vous avez un téléphone de 600 000, il y a 420 000 qui ont servi à enrichir des gens, des intermédiaires, et c'est nous qui le payons. Alors, dans le marketing de réseau, le fabricant voudrait partir de chez lui au consommateur directement. Que le produit ait le même prix sur toute la terre. Okay. Comment le faire? Comment le faire? Bonne question. Alors, coach, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et l'histoire du marketing de réseau en Côte d'Ivoire a été vraiment marquée par beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes véreuses qui viennent promettre vendre du vent aux gens. Je ne vais pas citer des noms ici. Vous savez de quoi je parle. Alors, quelles sont les dispositions à prendre quand on veut entreprendre, quand on veut se lancer dans le marketing de réseau? Alors, le premier critère, lorsqu'on vous présente un marketing de réseau, posez la question, on vend quoi?
Parce que marketing veut dire vente. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas donne l'argent et puis on te dit ça va se multiplier. C'est illégal. Parce que quelqu'un ne peut pas servir des intérêts alors qu'il n'a pas une licence de fonctionnement bancaire. Donc dès qu'on vous dit, ouais, voilà, vous allez donner l'argent, machin, ça va se multiplier, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier fondement du marketing des réseaux. On vend quoi? Deuxièmement, vous voulez faire entrer dans un marketing de réseau. Aujourd'hui, le monde, c'est un village interplanétaire. Allez sur Internet, regardez, il s'agit de vendre quel produit. Il se trouve où? Il sert à quoi? Ensuite, dans quel pays on trouve ces produits? Et allez aussi taper malhonnêteté concernant tel produit pour voir un peu. Oui, mais bien sûr, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et maintenant, vous-même, vous devez acheter le produit et voir est-ce que c'est bon pour moi. Lorsqu'on vous dit acheter une chaîne, et que cette chaîne va vous multiplier vos chances. Êtes-vous sûr que vous aurez beaucoup de gens qui vont croire comme vous qu'une chaîne multiplie chances et qu'ils l'achètent? Ah voilà, deuxième critère. Le troisième critère, quel est le système de rémunération? Est-ce que je connais des gens qui ont gagné de l'argent? Est-ce qu'il y a un témoignage? Parce qu'il ne suffit pas qu'on me dise ça gagne de l'argent pour que je me jette dedans. Il faut aller voir quel est leur critère. Troisième chose, depuis quand existe cette entreprise? Quand on vous présente un marketing des réseaux, l'entreprise n'a pas au moins 30-40 ans, ce n'est pas la peine d'y entrer. Alors, pour terminer, je dis, il ne faut pas un marketing de réseau où, d'abord, j'ai dit, il n'y a rien à vendre. Deuxièmement, on vous dit, vous allez avoir de l'argent parce que vous allez donner, ça va se multiplier. Comme vous avez dit, on a eu ici en Côte d'Ivoire beaucoup de systèmes et les gens aiment l'argent facile. Alors, avec les autorités dedans, tout ça. Hein? Ah ben bien sûr, voilà. C'est l'argent facile, c'est le cœur même de l'Africain. Je fais du coaching en intelligence financière, c'est l'un des aspects sur lesquels je me fonde le plus. L'Africain est pauvre. Je parle de pauvreté, pas de matériel, la pauvreté de l'esprit. C'est-à-dire on arrive à comprendre, on arrive à accepter que l'argent se gagne facilement. Lorsque vous présentez quelque chose qui est facile, tout le monde tombe dedans comme des mouches dans la bière. Alors je dis non, l'argent se gagne en travaillant. L'argent qui n'a pas une traçabilité. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'on nous dit. On parle de trading que vous pouvez faire avec 45 €, 45 $. Mais attendez, le trading, c'est le fait de participer à la bourse, à des achats d'obligations financières. Ça ne se fait pas avec 45 € quand même. Alors, lorsqu'on vous présente 45 € pour acheter des actions, posez-vous la question de quoi il s'agit. Alors, on va vous dire encore, voilà, parrainage, parce qu'ils utilisent le mot, parce que c'est le fondement du marketing de réseau, mais on ne parraine pas n'importe quoi. Le parrainage consiste à dire, viens, voilà ce produit. Écoutez, aujourd'hui, moi, j'utilise un produit depuis 20 ans. Je sais le bonheur que ça m'apporte. Vous me donnez quel âge? À peu près. 18 ans. 18 ans, merci. Ça vraiment, je suis très content. Ben, j'en ai 72. Wow. Alors, à 72 ans, ben oui, à 72 ans, je bénis Dieu. Je n'ai pas un problème de prostate, un problème de, enfin, j'allais dire musculaire, etc. Mais je le dois à Dieu et à un produit que j'utilise, à des plantes. Alors, quand je parle de cela, c'est un témoignage d'abord, et ensuite, je témoigne comment ça gagne de l'argent. Je fais des conférences à travers toute la sous-région pour montrer aux gens comment le marketing de réseau peut être un palliatif, comment on appelle, un répondant pour tous ces jeunes, toutes ces femmes qui souffrent de problèmes d'autonomisation. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'insiste, parce qu'à un certain moment, par exemple, 1929, OK. D'accord. En tout cas, il y aurait tant à dire, hein, et puisqu'on vous a maintenant, c'est sûr que votre régularité sur ce plateau-là va donner des idées à plus d'un pour abonder dans ce marketing de réseau légal et structuré. Merci en tout cas, coach Zoromé Mamadou, d'être passé sur notre plateau. On marque une petite courte pause publicitaire et Mr. Wednesday sera là pour son deuxième flash. Sous la coprésidence du ministre de la Culture et du ministre du Tourisme, Avant-Garde Productions, la ville de Grand-Bassam et la BNI vous offrent Afrique Fashion Show 14, le rendez-vous international de la mode africaine. Samedi 29 février 2020 à 20h30 au Palais des Congrès. Sponsor Corsair, Air Côte d'Ivoire, Sofitel Abidjan au d'Ivoire, Sodexam. Réservez vos invitations au 22 41 85 11 49 13 53 53. Afrique Fashion Show, quand la mode africaine s'active. Partenaire. Une
épidémie de pneumonie causée par le coronavirus sévit dans la ville de Wuhan en Chine. La propagation dans plusieurs villes ainsi que dans d'autres pays a emmené l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. La pneumonie de coronavirus se transmet par voie respiratoire et par contact direct avec une personne malade. Elle se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour prévenir la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations le respect des mesures suivantes. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de rhume et de toux. Utiliser un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. Appelez le 143 ou le 101 pour plus d'informations ou envoyez coronavirus au 1366. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires. Bonjour Tour, étape de Korogo. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, la RTI organise Bonjour Korogo ce samedi 29 février à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Le bonus, Obams. Yodé Siro. Invités spéciaux, M. Lazani Coulibaly, maire de Korogo Commune, M. Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République et 5e adjoint au maire de Korogo. Spectacle offert gracieusement par M. Amadou Gon Coulibaly, fils de la région. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous. La matinée sera assez nuageuse sur le littoral avec des possibilités de faibles pluies localisées. Le sud forestier observera du brouillard ou de la brume humide tôt le matin avant de faire place à un temps partiellement nuageux. Les régions de l'ouest, du centre et de l'est seront faiblement nuageux. Le nord restera sous un temps de brume sèche. Pour les températures de la matinée, on retrouve 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 à Bandoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans la région du Gor, 21 dans le Poro, 20 dans le Tompi, 21 dans le Kabadougou, 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, après un temps ensoleillé, des foyers orageux parfois, avec de la pluie, se signaleront sur le littoral et dans le sud forestier par effet de brise en milieu ou en fin de période. Dans la partie nord, le temps sera dominé par l'harmattan et le soleil. La bande centrale sera faiblement nuageuse et ensoleillée. Pour les valeurs de l'après-midi, on retrouve 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés dans la région du Gor, 35 degrés dans le Poro, 32 degrés à Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI.
Bonjour et merci de nous suivre dans la deuxième tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. L'ancien raïs égyptien Mohamed Hosni Moubarak, renversé par le soulèvement populaire du printemps arabe en 2011, est décédé mardi au Caire à l'âge de 91 ans, placé en unité de soins intensifs et sous respiration artificielle. Son état de santé s'était fortement dégradé ces dernières semaines. Il aura droit à des funérailles militaires ce mercredi. Le commentaire d'Herman Guibé. C'est à la télévision nationale égyptienne que l'annonce a été faite ce matin. Hosni Moubarak, ex-président égyptien, a tiré sa révérence ce mardi dans cet hôpital militaire du Caire. Son règne débute en octobre 1981, une semaine après l'assassinat du président Anwar el-Sadat par des islamistes. L'état d'urgence est régulièrement décrété et ne sera jamais levé jusqu'au tourbillon du printemps arabe. Chassé du pouvoir en février 2011 par la rue en seulement 18 jours de contestation, l'homme qui aura géré d'une main de fer son pays ne coulait pas des jours paisibles après la perte de son autorité. Chômage, pauvreté, corruption, libertés étouffées, violences policières, voici les chefs d'accusation portés par la rue sur sa gestion du pays. Des chefs d'accusation qui auront finalement fini par lui coûter son fauteuil. Assis, debout, alité, malade, il devra coûte que coûte répondre de ses actes devant la justice égyptienne dans un procès qui semble interminable. Dépression, cancer, problèmes cardiaques et respiratoires, rongé par la maladie et affaibli, l'ex-commandant de l'armée de l'air égyptienne, ex-président égyptien pendant presque 30 ans, emprisonné puis acquitté, a finalement passé l'arme à gauche à l'âge de 91 ans à l'hôpital Al-Galara du Caire. Un deuil national de 3 jours lui sera rendu à compter de demain mercredi. À Moroni, le second tour des élections législatives aux Comores, boudé par l'opposition, a confirmé la mainmise absolue du parti du président Azali Assoumani sur le nouveau Parlement. Après avoir obtenu 18 des 24 sièges de l'Assemblée fédérale dès le premier tour du scrutin le 20 janvier dernier, la Convention pour le renouveau des Comores en a raflé 4 de plus lors du second tour disputé dimanche dernier, selon les résultats officiels. Le parti Orange de son ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a remporté les 2 derniers sièges. Selon un rapport de la commission électorale qui évoque un manque de moyens financiers et logistiques, les élections locales ne devraient pas avoir lieu en République démocratique du Congo cette année. Rappelons que ces élections étaient initialement prévues en 2019. Le ministre de la Communication a toutefois rappelé la volonté du président Félix Tshisekedi d'organiser ces élections durant son quinquennat. Selon les informations conjointes de l'UNICEF et de l'OMS, le nombre de personnes souffrant de malnutrition chronique est passé de près de 15 millions en 2000 à 18 millions et 5 millions de personnes en 2018. La situation est alarmante et interpelle les acteurs inscrits dans la lutte contre la faim. À Abidjan et 4 jours durant, des experts vont entamer des réflexions pour des experts venus de 19 pays qui vont miser sur une synergie d'action de la société civile pour tenter d'éradiquer le fléau. En Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, le gouvernement s'attaque aux débits de boissons installés autour des établissements scolaires. Dans un décret, le gouvernement précise que désormais, aucun lieu de vente d'alcool ou de tabac ne doit être à moins de 400 mètres des lycées et collèges. La décision du gouvernement a été prise suite à la consommation de manière récurrente d'alcool et de stupéfiants par des élèves. Cette nouvelle mesure donne également la possibilité aux chefs d'établissement d'engager des actions judiciaires contre les tenanciers des débits de boissons en cas d'inaction de la mairie. Et on termine avec le Sénégal et avec du sport où le comité national de promotion du pentathlon moderne a organisé les finales de ces championnats nationaux pour toutes catégories. Un peu plus de 1000 athlètes ont pris part aux différentes compétitions. Un bilan positif selon les organisateurs. La fédération sénégalaise ne pouvait mieux rêver avec plus de 300 participants venus des régions, moment important de la saison. 39 clubs, dont 19 militaires et paramilitaires de la zone numéro 1, ont pris part à ces joutes. Les courses interarmées ont connu un franc succès au biathlon. La combinaison de natation et course à pied
Le marin Modou Diagne Diaw est premier. Les 3000 mètres et 200 mètres de nage, cette combinaison a été remportée par Adama Tchaoundir de l'ASFA. Oui, je suis très content de gagner le 3000 mètres. Vous savez, le biathlon, c'est une compétition presque militaire. Moi, quand j'étais minime et cadet, j'ai tout le temps fait le pentathlon et je crois que c'est une très bonne chose pour moi. Les courses de relais ont vu les victoires chez les dames de Ngor et Wakam et en hommes, Asfa et Yoff. Les petites catégories remportées par Antasek de Wakam et Cheikh Malaini de Ngor. Cette compétition marque la fin du parcours du championnat national de pentathlon moderne et c'est naturellement les championnats nationaux. Donc le bilan est vraiment positif parce que nous avons la présence de beaucoup de clubs du Sénégal. Nous avons enregistré cette année la région de Casamance, bien représentée par Kolda et le Casasport. Et nous avons aussi la présence de Kaolack qui est venu en délégation officielle. Donc vraiment, nous sommes très contents. Et le point le plus culminant, c'est la présence massive des jeunes, qui est une prélude pour la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Bon, au niveau des militaires, il y avait environ 190. Parce qu'il y avait 19 corps militaires qui étaient représentés. Au niveau des civils, il y avait au moins 150 nageurs, 150 athlètes qui étaient là, qui ont représenté les différents clubs civils. Les courses de relais ont vu les victoires chez les hommes de Ngor, en dames et Yoff au relais mixte. Les délégations venues des 4 coins du Sénégal, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis et Thiès, ont aussi montré leur savoir-faire. Ainsi se referme ce deuxième carrefour d'information. Rendez-vous à 7h. Merci très cher, Blaïkoné. On vous retrouve à 7h. Alors, Matin Bonheur se poursuit. Dans quelques instants, nous allons recevoir M. David Pillon qui va nous parler du coaching pour l'Afrique. C'est l'un des coachs formateurs de plusieurs coachs qui sont passés ici, notamment le coach Yoman. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que ce dernier l'accompagne. C'est tout ça. Il faut toujours honorer donc, les formateurs et la formation. Et puis aussi, l'information, le IN qui s'ajoute. On va en parler maintenant dans notre rubrique Vrai ou Faux. Les infox de la semaine, c'est avec Cyril Bogou au pas de course. C'est parti. Eh oui, let's go. Bonjour Cyriac. Bonjour Alex, bonjour Marcela. Alors, la première information qui est à prendre avec des pincettes, ce serait que le coronavirus il serait prédit depuis 1981 par Dean Korn. Est-ce vrai? D'accord, c'est l'information quand même qui a beaucoup circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Comme quoi cet auteur-là aurait publié un bouquin datant de 1981 dans lequel il faisait même la mention même de la vie de Rouen, tout ça, et autres. Donc, mais après vérification, il s'avère que c'est de l'infox. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des similitudes, il a failli y avoir des similitudes. Quant à la propagation, donc la différence, c'est un peu le mode de transmission du coronavirus, le temps qu'il prend comment je vais dire ça, pour se développer et tout ça. Donc les gens, après vérification, il s'avère que c'est pas de cela qu'il s'agissait dans le livre, mais c'était une autre bactérie qui, elle, se transmettait autrement que la transmission du coronavirus. Merci, ça c'est fait. Alors le coronavirus ou Covid-19 a le dos large parce qu'il y a énormément de fake news recensées par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, et je pense que c'est assez intéressant et tout à l'heure on a vu un peu un spot passer par rapport à notre pays, la Côte d'Ivoire, et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Comment se transmet cette maladie? Est-ce qu'elle se transmet, certains diraient même que les urines et autres, tout ça on peut prendre pour soigner. Il y a eu tellement de choses qui sont passées sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, l'OMS s'est posé une question. Comment lutter contre les fake news? Donc, ils ont eu à contacter presque toutes les maisons, les grands éditeurs comme Facebook, Twitter et Google pour mettre en place une stratégie de telle sorte que quand aujourd'hui tu veux une information vraie, il y a un hashtag qui est là et tu vas sur le hashtag, tu consultes l'information et il y a forcément des gens qui vont vous répondre. Donc, au point où si l'OMS elle-même essaie de déployer une stratégie de mise en place de lutte contre les fausses informations, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est de notre devoir aussi d'aller à la bonne information.
C'est vrai, il faut se diriger vers le canal le plus fiable, pour avoir la bonne information. Ne pas propager des rumeurs. Alors, on sort de la maladie pour partir au sport. Et avec cette information qui a circulé sur la toile, à savoir le licenciement de la CAF de notre Didier Drogba. Oui, je ne sais pas si certaines personnes voudraient qu'il parte en tant que conseiller du président, mais c'est l'information qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux. Il y a même des journaux qui ont repris l'info sans vraiment la vérifier et autres. Mais après vérification, et même le président même de la CAF était obligé même de faire un démenti via un groupe WhatsApp dans lequel il interagit avec certains journalistes, avec certains confrères et d'autres personnes spécialistes du sport pour dire que non, c'est une information qui n'est pas vraie. Et même le responsable de la communication même de la CAF a fait un démenti là-dessus pour dire qu'il reste à son poste au même titre que Eto'o Fils, qui sont ses conseillers là, du président Ahmad Ahmad. Heureusement qu'il y a des spécialistes en communication dans toutes ces structures-là. Merci à vous, Syria Kougou. On vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous étiez avec nous à 2 doses cette semaine, hier et aujourd'hui. Au pas de course, mesdames et messieurs, parce que nous avons une quinzaine de minutes seulement sous la supervision de notre rédactrice en chef, bien sûr. Nous allons recevoir maintenant M. Philippe, c'est ça, hein, Pillon, David Pillon, autant pour moi. Avec lui, nous allons parler du coaching pour l'Afrique. Quel est le modèle de coaching qui sied le plus à notre continent? Et puis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'adosser sur ce que nos pionniers, nos ancêtres ont fait? Parce que là-bas aussi, il y avait du coaching. C'est tout cela, on va discuter avec M. David Pillon, qui est déjà sur notre plateau en train de s'habiller de son micro. On le retrouve juste après ceci. Bonjour Monsieur Pillon. Bonjour. Aquaba, comme on le dit chez nous ici. Alors, on parle du coaching spécifique à l'Afrique. Tout de suite, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi un coaching propre à l'Afrique? Parce que l'Afrique a des particularités et parce que l'Afrique a des compétences. Et je parlerai notamment de la Côte d'Ivoire. Il y a un marché qui est mûr. Il y a une association de coachs. Il y a des coachs qui existent. Par contre, il y a une particularité. Si vous prenez quelques outils, il y a un outil qui s'appelle les 4 saisons, inventé dans le Nord. Il y a une saison qui s'appelle l'hiver. L'hiver en Afrique, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a une nécessité d'adapter. Alors, coach, il y a trop de coachs en Afrique. Tout le monde se proclame coach. À chaque coin de rue, ou je dirais à chaque point de connexion, on a un coach, coach de ceci, coach. C'est qui le coach en réalité? Alors vous avez tout à fait raison, et c'est pas propre à l'Afrique. Dans mon pays, en France, en Europe, c'est la même chose. Un coach, c'est un professionnel qui accompagne un particulier ou une équipe à l'atteinte de ses objectifs. Simple. C'est ça. C'est surtout pas un conseiller, c'est pas un bishop, c'est pas un magicien. Parce que là, c'est pas un gourou. C'est pas un gourou, et non, et non. Et justement, parlons du coaching propre à l'Afrique. Comment il se déclinerait? Alors, on ne va pas dire qu'il se déclinerait, parce qu'il est déjà en train de se décliner. Alors, on est dans une masterclass, par exemple. Il y a des coachs qui existent, qui ont pignon sur rue. C'est donc un coaching qui propose un contrat, qui rencontre une cible, qui est mature et qui rentre dans une relation qui va permettre au coaché, en quelque sorte, de trouver en lui-même ses propres solutions. Et ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer. La Côte d'Ivoire est mûre. C'est l'un des pays, notamment au niveau de l'Afrique, et l'Afrique francophone, qui est le plus en pointe au niveau du coaching. Ça me fait bizarre de vous poser cette question-là, mais est-ce que nous, en Afrique, on n'a pas perdu nos valeurs ancestrales? Mais bien sûr que si. Et il faut les retrouver. Moi, je viens de France, et je viens aussi pour importer des idées que vous avez, et un savoir-faire. Je vais juste prendre une idée, par exemple. En coaching, on utilise la narration. Vous êtes des conteurs nés. J'ai rencontré Michel Laura, une conteuse africaine. Je souhaiterais qu'elle puisse venir en France, parce que nous, on ne sait pas raconter les histoires. Enfin, nous, on raconte des histoires. Vous savez faire vivre des histoires. Donc, vous voyez, il y a un savoir-faire sur lequel il faut simplement que vous croyiez, et puis sur lequel il faut que vous capitalisiez. Et justement, vous avez parlé des compétences, de la maturité des Africains. Alors, comment se présenterait un profil à coacher ici en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire? Alors, on va dire 2 types. D'abord, soit c'est un particulier, on serait plutôt dans du live coaching, soit c'est une entreprise avec des chefs d'entreprise, des DRH et des équipiers. Donc voilà déjà la première différence. Bien, les personnes viennent prendre contact, on leur propose de rencontrer plusieurs coachs et de choisir. Et surtout, on va s'inscrire dans une collaboration, il n'y a pas de conseil. Le but étant que le coaché trouve en lui-même ses propres ressources et son autonomie. Et surtout, il n'en prend pas pour 5 ans, pour 15 ans, pour 20 ans avec un coach. On est sur ce qu'on appelle des thérapies brèves et des accompagnements brefs. Et pas sous emprise. En 3-6 séances, on est autonome et surtout pas sous emprise.
David Pillon, dites-nous, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter? Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au coaching des Européens? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, vous? Alors, j'ai raconté tout à l'heure l'histoire de la narration, la spontanéité aussi, la simplification. J'ai écrit un livre sur le coaching Jougad et l'innovation. Nous, on est très compliqués dans nos processus. Vous appelez un bureau d'études, il met déjà 6 mois à réfléchir, puis il va y avoir un bureau méthode, il met 6 mois. Et puis le produit sort au bout de 4 ans, il est déjà périmé. Vous savez faire plus rapidement. Et c'est ça que je viens un petit peu apprendre aussi de vous. Et on est dans un échange gagnant-gagnant. Et justement, ça nous plaît cet échange-là. Qu'est-ce que vous apportez ici? Alors, j'apporte un savoir-faire, on va dire, qui est notamment un processus normalisé avec une formation accréditée ISO 9001. J'apporte des modules de formation adaptés qui bougent à chaque fois, des supports, de la vidéo. Je suis moi-même coach en entreprise, je suis coach dans le monde du sport. J'accompagne des rugbyman en France et des footballeurs également, notamment sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. J'amène ça. Et on est sur une balance que je souhaite et que je trouve équilibrée. Je travaille par exemple avec un cabinet qui est bien connu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui est le cabinet Coach Éthique avec mon ami Jean-François Yoman. On est dans cet échange-là. Et on veille en sorte que notre balance soit équilibrée dans le système je donne et je prends. Et si l'Afrique était le berceau du coaching? Pourquoi vous dites et si? J'en suis persuadé. Ah, vous êtes persuadé. Ah, merci beaucoup. J'en suis persuadé. Parce que dans notre histoire, très riche, vous l'avez reconnu ici, les rois, les royaumes qui ont atteint leur apogée, la personne la plus riche de tous les temps, c'est Moussa Kankan Moussa, c'est un Africain. Donc l'Afrique est le berceau du coaching, on peut le dire sans complexe. On peut le dire, il faut que vous arrêtez vous-même d'avoir des complexes. Non, on n'a pas de complexes. Mais dans ceux que je rencontre, c'est assez souvent ça. On vient me citer C'est le premier problème de l'Africain, le complexe. Oui. On vient me citer des auteurs français, par exemple dans la masterclass où on est en train de travailler, il y a un mémoire à réaliser. Je leur dis, arrêtez de me citer des auteurs blancs. Arrêtez de me citer des auteurs, je les connais tous. Allez me trouver des auteurs africains. Vous avez une formidable poésie, vous avez une formidable histoire et vous avez des coachs qui existent déjà. C'est de cela que j'ai envie d'entendre parler. Alors, Monsieur David Pillon, qu'est-ce qui, selon vous, a créé cette latence ou ce désintéressement même aux valeurs pures africaines? Je pense que quelque part, et je ne vais pas me faire que des amis, on y a une responsabilité, nous qui venons de la France. La colonisation. Et oui, et d'une certaine manière, une espèce de maintenance, alors volontaire ou involontaire, après, sous un espèce de joug de dépendance. Et le coaching, c'est justement tout sauf ça. Donc vous êtes en mode sapeur-pompier, là? Non, pas... ou éveilleur. Éveilleur, voilà, parce que le sapeur-pompier, ça voudrait dire qu'il y a le feu, là, on est plutôt sur réveiller les consciences. Le feu de la colonisation, dont on traîne encore les boulets. Il y a quelques reliquats, oui. Il y a quelques reliques. On peut en sortir. Et comment tenir compte de ces reliques-là pour faire un bon coaching? Moi, j'aime pas le thème coaching à l'africaine, parce qu'un coaching, c'est un coaching. Le coaching est universel. Tout à fait. Alors deux choses. D'abord, avant d'être chez vous, j'étais à Cotonou la semaine dernière avec une masterclass. La semaine d'avant, j'étais au Togo. Donc, puis encore avant, j'étais au Maroc. Et puis j'étais... Moi, je parle vraiment d'un coaching universel. Je voudrais juste qu'on parle d'un coaching éthique. C'est quoi un coaching éthique? Ça repose en fait sur 4 ou 5 piliers. Premier pilier, le coach doit être formé. Et pas s'être formé dans son garage ou être en connexion directe avec quelque chose en haut qui fait qu'on ne sait pas d'où il vient. Deuxièmement, le coach doit se former en permanence. Un processus continué. Troisièmement, et ça c'est nouveau, le coach doit être supervisé. C'est-à-dire en connexion, votre précédent invité parlait de connexion marketing, de marketing viral, c'est la même chose. Quatrièmement, il faut que le coach soit dans une position basse. Alors basse, c'est pas ramper par terre, parce qu'il y en a qui rampent par terre, c'est pourri d'orgueil. La réalité basse, c'est prendre en compte un pays, sa culture, vouloir refuser de donner des conseils alors qu'on les a, pour permettre au coaché de trouver en lui-même. C'est ça les quelques bases du coaching éthique. Et vous avez raison de le dire, il n'est ni africain, ni blanc, ni américain. Il est universel. C'est très bien. Alors, Monsieur David Pillon, vous avez parlé de certification. Ici, malheureusement, sous mes yeux, il n'est pas rare de voir qu'on dévie un peu la chose. De plus en plus, ce sont, il faut le dire, des personnes charlatantes ou après même des personnes investies d'une mission divine qui s'inventent coach. Comment faire la part des choses? Alors, je vais juste revenir à mon histoire. En plus d'être coach, je suis pasteur. Je suis pasteur et je veille justement au niveau de la connexion, que cette connexion, elle soit avec un essentiel. Moi, je l'appelle Dieu. Mes amis musulmans l'appellent autrement, mes amis bouddhistes l'appellent autrement. Donc c'est déjà cette connexion-là. Et puis ensuite, c'est croire en l'homme
et non pas dépendre de l'homme ou dominer l'homme. Ça, c'est la deuxième chose. Donc c'est ce qu'on essaye de vivre concrètement. Je quitte votre plateau après pour revenir avec mon ami pour l'animation de cette masterclass, 3e journée. On a des coachs qui exercent déjà et qui sont venus pour dire j'ai envie de professionnaliser ma pratique. J'ai envie de tendre vers quelque chose qui est un petit peu plus reconnu, qui va sortir un petit peu du garage et de l'anonymat. Voilà concrètement comment on travaille. Coach, on a tendance à dire que les coachs anglophones, anglo-saxons, sont plus percutants. Ça, c'est une certaine dans l'imagerie populaire. Que les coachs anglo-saxons ont plus de prérequis que les coachs francophones. Info ou intox? Je suis coach. Je vais vous poser la question. Vous en pensez quoi, vous? Non, moi, je vous pose la question. C'est vous le coach. Coachez-moi là-dessus. Justement, je suis en train de vous coacher. C'est-à-dire que là, vous me demandez des conseils. Je ne vous en donne pas. Mais faut tester. Faut tester. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je dis ça comme ça. Non, mais on remarque au niveau... Et moi, ça m'emmène à une question. C'est-à-dire que, est-ce que notre environnement, la colonisation, que ce soit anglo-saxonne ou anglophone ou francophone, n'a pas agi sur les populations de telle sorte que le coaching peut-être peut être différencié? Ça, c'est une croyance. Si on arrive à se positionner dans cette posture basse, où on apprend tous les uns des autres et on s'enrichit, je dirais l'autre m'enrichit. Moi, j'ai une baseline sur mes mails, j'écris toujours, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si vous êtes sur ce principe-là, coaching blanc, coaching français, coaching américain, je reviens juste sur la première définition. Coacher, en fait, ça vient d'un mot français, cocher. Le cocher, c'est celui qui monte et vous lui dites « je veux aller là ». Essayez de monter sur un mototaxi, vous asseyez, vous lui dites « je ne sais pas où on va, conduisez-moi ». Il ne va pas vous dire. Ou alors il va faire le tour d'Abidjan, mais ça fait partie de la catégorie des charlatans. Et vous en avez, on en a aussi, nous aussi. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a un fort contingent de coachs improvisés de plus en plus. Ça veut dire que le marché est là aussi. Quand il y a autant de gens qui gravitent sur un marché, c'est que le marché est mûr. Justement, le marché est là et vous travaillez essentiellement sur la base humaine. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en remet à quelqu'un d'autre et on ne trouve pas soi-même sa propre voie? Alors deux choses, je pense qu'on est déjà en panne de sens. On a perdu le sens. Et le coach est là pour révéler. Et puis deuxièmement, on a perdu la confiance. Le stress, le burn-out, le rythme un petit peu fou, c'est quoi l'essentiel? Moi, je pose souvent la question à mes coachés, c'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec ton fils ou ta fille? Et on va commencer par déjà coacher la maison, se coacher soi-même. T'en es où dans ton équilibre temps personnel, temps professionnel? T'en es où sur ton hygiène? T'en es où avec ton épouse? Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vue? Mais je n'ai pas dit envoyer un SMS, parce qu'on est addict de ça. Alors, ça n'a pas que des inconvénients, là. Moi, je suis connecté avec tous mes groupes. En Afrique, on a des groupes WhatsApp. On travaille en immédiateté. Mais à un moment donné, c'est savoir dire, on décroche et on rentre dans la relation. Coach, quel est le prérequis? Quels sont les basiques pour un bon coach? Position basse, accepter d'apprendre, ouverture d'esprit, ouverture et tolérance à la différence. Une fois que vous avez ces bases-là, que vous soyez employé, que vous soyez recteur, que vous soyez professeur ou journaliste, vous êtes potentiellement des personnes compatibles avec le coaching. Aujourd'hui, on aime tout ce qui est nouveau Oui. et la tendance est faire rage. Aujourd'hui, votre passage sûrement va susciter des vocations. Je l'espère. Finalement, on deviendra tous coach à un moment. Alors, si on était déjà coach de sa vie, ça arrangerait pas mal de choses. Voilà, pour ça serait commencer. top. Mais après, comme c'est un métier, j'ai parlé d'un professionnel qui accompagnait, l'accompagnement est un métier, le questionnement est un métier. Et c'est toute la différence entre un coach et un coach certifié puissant. Dernier coaching que j'ai fait sur Paris avec un chef d'entreprise qui est surmené. Je pense que dans leur entretien, je lui ai dit 10 questions, je lui ai dit 50 mots. Mais ces 50 mots qui sont tombés au bon moment ont provoqué chez lui la réaction en chaîne. Et du coup, au lieu d'avoir 5 séances que j'avais prévues, en une séance, c'est pas moi qui ai débloqué. Moi, j'étais un catalyseur, c'est lui qui a trouvé en lui-même ses solutions. Voilà à quoi sert le coaching. À la vérité, le coach, c'est celui qui vous amène vous-même à trouver Guide. et pas à vous tracer tout le chemin. Et non, ça s'appelle un conseiller. Et il y en a beaucoup. Okay. Merci infiniment à vous, M. David Pillon. Je rappelle que vous êtes coach formateur. Vous avez formé plusieurs générations de coachs. On est très heureux de vous avoir malgré votre emploi du temps chargé. Matin Bonheur, le lieu où les intelligences se croisent. Merci également au coach Yoman qui est venu avec vous, que nous saluons. Matin Bonheur se poursuit maintenant dans son dernier carré dans quelques instants avec le volet famille. Nous allons recevoir notre consultant, autre intelligence, autre lumière de cette émission pour nous parler de famille. À tout à l'heure.
11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La RTI au cœur du Massa, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes et profitez de nos offres spéciales à des prix attractifs. Sur RTI 1, le journal du Massa après le JT de 20h, l'espace Massa, vue au Massa, spécial Massa. Sur RTI 2, le Massa au féminin, micro flottant. Sur la 3, suivez au cœur du Massa. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs de l'événement. RTI Digital est aussi de la fête avec ses différentes plateformes. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Infoline 22 40 12 65, 22 40 12 50, poste 47 29. Le groupe RTI, diffuseur officiel. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. C'est la troisième et dernière ligne de l'information au cœur de Matin Bonheur, une information consacrée à l'actualité internationale. Le coronavirus récemment nommé Covid-2019 par l'OMS, parti de la ville chinoise de Wuhan, se propage toujours à une grande vitesse à travers le monde. Mardi, il a fait son retour en France avec la confirmation de 2 nouveaux cas, dont un en voie de guérison. En Europe, l'inquiétude est montée de plusieurs crans depuis que l'Italie est devenue le 3e foyer mondial de l'épidémie après la Chine et la Corée du Sud. Je vous propose d'écouter ces réactions. En ce qui concerne la situation épidémiologique en France, nous avons ce soir 2 nouveaux cas. Nous avons donc 14 cas confirmés, 2 personnes hospitalisées, 11 guéris et 1 décédé. Le cas numéro 13 est celui d'une jeune femme chinoise qui est revenue de Chine le 7 février, qui a été hospitalisée à Paris et qui a un tableau très rassurant, qui a d'ailleurs fait beaucoup discuter les virologues, puisqu'en fait elle est négative, mais avec des traces de guérison récente. Le 14e cas vient de nous être signalé, donc il y a moins d'une demi-heure, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, sinon qu'il s'agit d'un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie,
et qui est actuellement hospitalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son état n'inspire pas d'inquiétude. Parlant toujours du coronavirus et face à l'épidémie, de nombreux Iraniens sont pris au piège d'une pénurie de médicaments. Les ventes de masques, le gel désinfectant et les gants jetables ont explosé. De nombreux responsables promettant une augmentation de production. Le vice-ministre de la Santé a annoncé lui-même avoir été infecté. Le monde n'est pas tout simplement, sinon le monde n'est tout simplement pas prêt à faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus, a déclaré hier mardi l'expert qui dirige la mission conjointe OMS-Chine. Il a salué en revanche le travail d'endiguement de la maladie réalisé par Pékin. L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays où elle a contaminé quelques 77 000 personnes, dont 2600 sont mortes selon l'OMS. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché par le nouveau coronavirus avec 7 morts et près de 300 personnes contaminées. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a estimé hier mardi 25 février que le fait que l'ex-magnat d'Hollywood Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle constituait un message très fort. Il a souligné qu'il n'était pas un grand fan de Weinstein, insistant sur la proximité de ce dernier avec les démocrates. Michelle Obama l'adorait, Hillary Clinton l'adorait, a-t-il martelé. En Russie, le procès de 2 activistes d'extrême gauche pour terrorisme sur fond d'accusation de torture en détention reprend à huis clos devant un tribunal militaire de Saint-Pétersbourg. Les mis en cause sont accusés d'avoir participé au réseau, une organisation que le service fédéral de sécurité présente comme terroriste. Et puis 150 personnes ont été blessées, dont une dizaine se trouvent dans un état critique selon le dernier bilan. La visite de Donald Trump en Inde aurait été marquée par des violences intercommunautaires à New Delhi. Le bilan a grimpé mardi à 13 morts, d'après les chiffres d'un hôpital local. Depuis dimanche, plusieurs quartiers de la capitale indienne étaient le théâtre de scènes de guérilla urbaine. Des émeutiers armés de pierres, sabres et parfois même des pistolets sèment le chaos et la terreur dans des zones périphériques à majorité musulmane, dans le nord-est de la mégapole, éloignée d'une dizaine de kilomètres du centre. Et on termine avec le Brésil. Les dernières écoles de samba à défiler au carnaval de Rio ont livré dans la nuit de lundi à mardi un spectacle féerique, un spectacle dont l'irrévérence traditionnelle a été poussée jusqu'au bout par une critique implacable du président Jair Bolsonaro. Violence policière, discrimination raciale ou sexuelle, corruption, catastrophe environnementale, tout y est passé pour cette édition du carnaval qui se tenait alors que le président d'extrême droite est au pouvoir depuis plus d'1 an. Des milliers de festivaliers se sont succédés jusqu'à l'aube mardi sur l'immense avenue du Sambodrome devant plus de 70 000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs. Et le footballeur de Paris Saint-Germain, Neymar, n'a pas participé à la fête. Belle chute, oui. Une fois, oui, il est sur les terrains, il faut en profiter. Hein. Nous, on ne peut pas y aller parce qu'on est en saison en février, mais il va falloir qu'on y aille un jour. Il n'a pas le droit d'y aller, pas du tout. Parce que là, le PSG traverse une très mauvaise passe. Et donc, il faut qu'il maintienne ses jambes bien en place. C'est ça. Voilà. Il y était déjà l'an dernier. Merci beaucoup, Abdou. Merci à vous. Merci. Alors maintenant, c'est le dernier couloir de ce mercredi avec la thématique famille qui nous occupera aujourd'hui sur le sujet de l'excuse du pardon à formuler vis-à-vis de personnes, bien sûr, dans le couple qu'on aurait offensé. Comment ça se décline, comment ça se passe avec le coach Zabi. On a bien sûr les recettes magiques. Jingle. Ma très chère Alix, ça c'est un thème. Hein? Comment s'excuser pour se faire pardonner? Parce que comment d'abord s'excuser et puis comment espérer que vraiment obtenir le pardon. Ça, c'est tout un programme. Eh bien, nous, on a essayé de simplifier les choses. Hein. Chaque fois que le coach Zabi est avec nous, notre souci, c'est à travers des cas concrets. Comme ça, chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Le premier cas que nous vous proposons, donc, c'est le cas de Mme Clotoumou Meïté, qui vient de Kani. En saluant tous ceux qui nous regardent de Kani. Mon mari est trop bizarre, Dixit, hein, Madame Meïté.
Quand on fait palabre, il s'excuse très facilement. Le problème est que chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour demander pardon. C'est comme s'il soufflait un vent fort pour attiser le feu. En fait, je me demande parfois s'il réfléchit avant de parler. Ou alors, il peut venir comme ça et sans rien avoir dit au préalable, il peut dire, bon, excuse-moi, laisse tomber cette affaire. Je laisse tomber quoi? Pourquoi et comment? Sa façon de demander pardon là ne me plaît même pas. Ça fait que notre couple prend du plomb dans l'aile. Ça fait que j'ai l'impression qu'il s'excuse juste pour se débarrasser de moi. J'ai besoin de quelqu'un pour lui montrer comment on s'excuse réellement vis-à-vis d'une femme. Il est là. Bonjour coach. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à tout le monde entier. Ben, le problème que cette dame pose, c'est un problème réel. Parce que dans les couples, en général, il faut savoir qu'il y a les crises. Ça, c'est connu. Les crises vont toujours survenir dans les couples. Le problème, c'est comment les surmonter. Et l'outil principal pour surmonter les crises, c'est comment savoir demander pardon, comment s'excuser. Quiconque ne maîtrise pas cet outil court le risque de rencontrer beaucoup de problèmes en couple et même de faire éclater son couple en général. Donc, il faut apprendre à demander pardon. Et ici, on est devant un cas typique de quelqu'un qui va, par exemple, à une guerre sans la préparer. Pour demander pardon, il faut se préparer. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu choquer la personne qui est en face de moi? Comment elle a pu, quel mal elle a pu ressentir, cette personne-là? Il faut penser à tout ça d'abord, avant d'aller vers la personne. On ne va pas demander des excuses juste pour se débarrasser. Parce que celui qui est en face de nous, il n'est pas dupe. En général, il sent bien, il voit bien que nous voulons nous débarrasser de lui, ou alors que nous voulons nous débarrasser du sujet, en fait. Donc, il faut se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu blesser la personne? Qu'est-ce qui, dans mon message, dans mon attitude, dans ma façon de parler, a pu choquer? Il faut penser à tout ça. Quel est le mal que la personne a pu ressentir? En quoi est-ce que j'ai pu la choquer? Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, c'est de voir que, je prends un exemple de quelqu'un qui est rentré tard et sa femme le lui reproche. Il va dire, par exemple, je suis rentré tard, je sais que quand je ne suis pas là, il n'y a personne, par exemple, pour assurer la sécurité à la maison. C'est moi l'homme et je ne suis pas là. En n'étant pas là, c'est un vide que je crée. Les enfants n'ont pas un père pour les conduire, pour les guider. Ma femme que tu es, par exemple, n'a pas un mari pour la câliner, etc. Donc, pour tout ça, j'ai conscience que j'ai fait mal. Donc, la personne sait que vous-même, vous vous mettez en cause. Et c'est cela l'essentiel. C'est cela qui va toucher le point sensible de la personne qui est en face de nous. Se remettre en cause, pas des questionnements. C'est cela déjà que je peux donner ici à monsieur qui est le compagnon de Madame Meïté. Il faut qu'il apprenne à se poser des questions avant d'aller à l'excuse. C'est le préalable. Très bien, d'accord. On espère que les choses rentreront dans l'ordre dans le couple Meïté. Autre cas de M. Diallo Alpha. Je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Bonjour à tout le monde là-bas. Je ne rate jamais une émission de Matin Bonheur. À cause de cela, tout le monde m'appelle l'Ivoirien. C'est pas plus mal. On apprend tellement avec vous. Merci. Alors, chaque fois que je suis en palabre avec ma femme, elle me réveille en plein milieu de la nuit ou au petit matin, elle veut qu'on le règle. Mais mon sommeil est trop sacré. Je ne veux pas qu'on me réveille pour régler des palabres. Ça m'empêche de me rendormir et j'arrive toujours très fatiguée au travail. Quand je lui en parle, elle me répond que c'est la tradition chez nous et que c'est pour cela que... Et parce que je ne veux pas changer mon comportement, elle se plaint. Cela me fatigue. On est obligé de régler les histoires de foyer qu'à des heures après minuit. N'est-ce pas de la sorcellerie? Non. La nuit, pas de conseil, le petit matin aussi. Hein. On n'ira pas jusqu'à qualifier cela de sorcellerie. Non, pas forcément. Mais il faut savoir qu'il y a des moments pour régler les palabres. Et il faut qu'on sorte des schémas classiques. Excusez-moi. Il faut qu'on sorte des schémas classiques enseignés par nos grands-mères. Et ces schémas classiques-là avaient leur raison d'être dans un contexte particulier, où on réveillait l'homme à 4 h du matin pour régler les palabres. Ça, c'était au village. Et ce n'est pas parce que c'était juste au village, c'est parce que le contexte était favorable à cela. Les parents qui étaient là-bas avaient des habitudes professionnelles qui leur permettaient en fait de se lever à des très bonnes heures. À 4 h du matin, déjà, on était debout pour essayer de préparer certaines choses, etc. Donc, il ne faut pas reconduire systématiquement les schémas qui sont valables d'un espace à un autre espace.
rien ne dit que les palabres doivent être réglées à 4 h du matin. C'est déjà quelque chose qu'il faut enlever de la tête. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, il faut que les gens sachent que le lit n'est pas un tribunal. Le lit n'est pas un tribunal. Donc, il faut éviter de régler les palabres dans le lit. Le lit, il sert à certaines choses. Dormir, faire des enfants, planifier l'avenir de la famille, planifier la vie. C'est à cela, réfléchir sur la qualité de vie qu'on veut donner à sa famille, etc. C'est à ça que sert le lit. Ce n'est pas un tribunal où on doit aller régler des palabres. Il faut qu'on essaie d'enlever ça de la tête. Pourquoi? Parce que quand on va au lit, régler des palabres, ça veut dire qu'il y a des crises il y a des foyers qui peuvent ne pas s'éteindre. Et quand ça ne s'éteint pas, il n'y a pas le sommeil. Quand ça ne s'éteint pas, il y a des éclats de voix. Et comme en général, les chambres ici sont contiguës, quand vous avez des éclats de voix dans votre chambre, vous pensez que les enfants, ils n'entendent pas, ils entendent. Et ça perturbe leur éducation. Donc, il faut éviter de régler les problèmes dans le lit. Le lit n'est pas un tribunal. Okay. Où régler donc alors? On se donne rendez-vous dans un lieu qui est propice à cela. Si moi je connais ma femme, le préalable dans le couple, c'est de connaître son ou sa partenaire. Quand je connais ma femme, que je sais qu'elle est encline, par exemple, à des crises de colère, où elle élève la voix, etc., je lui donne rendez-vous, par exemple, à une plage, où elle peut crier comme elle veut. On sera 2, on va se dire ce qu'il y a à se dire. Il faut se donner rendez-vous quelque part dans un lieu qui sied à la circonstance. Un lieu dont on peut convenir ensemble. Et on s'assoit là-bas, on n'est que 2. Et on parle de nos problèmes. Tout à fait. Il faut éviter d'associer X ou Y à tout cela. Voilà. Merci donc, beaucoup, coach. On espère qu'elle est satisfaite. Monsieur Diallo, pardon, est satisfait. On a 2 autres cas, on y va? Oui. On y va avec votre mission, coach? Oui, si. Alors, voilà, donc pour récapituler, 4 h du matin, il y a d'autres choses à faire à 4 h du matin. Et puis le lit, ce n'est pas pour des palabres, sinon des palabres vraiment dans le bon sens du terme. Le cas numéro 3, Madame Yolande Seri de Soubré. Mon mari n'a jamais tort dans une histoire. On l'a surnommé au quartier, monsieur, j'ai raison. Il ne voit jamais sa faute. Il a toujours raison. Et il ne passe son temps qu'à justifier un cas de problème avec moi. Même en cas de flagrant délit, il justifie. Sa bouche est tellement mielleuse que souvent je culpabilise alors que je suis convaincu d'avoir raison. Je passe l'éponge, mais je reste toujours meurtri et n'arrive pas à oublier. Est-ce normal, coach? Yolande Seri, Soubré. Oui. Monsieur, j'ai raison. Monsieur, j'ai raison, a tort de toujours chercher à avoir raison. Et c'est l'un des problèmes que les gens rencontrent. Premièrement, ils passent leur temps à se justifier. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se faire pardonner. Parce que quand vous justifiez, vous donnez l'impression à celui que vous avez offensé qu'en fait, vous minimisez sa douleur, que en fait... C'est lui le problème, au fait. Voilà, que c'est la personne, et la personne souvent, comme elle l'a dit ici dans son cas, elle finit par culpabiliser, alors que peut-être en réalité, elle n'est pas si coupable que ça. Et dans le couple, ce qui est important, ce n'est pas tellement que quelqu'un ait raison ou tort. Ce qui est important, c'est de détecter le problème et de s'y attaquer résolument. Donc, il ne faut pas passer le temps à se justifier. Au contraire, si on a envie d'obtenir le pardon de celui qui est en face de nous, de celle qui est en face de nous, il faut faire amende honorable. Il faut faire amende honorable en ramenant, pas forcément en ramenant la faute systématiquement sur soi, mais en détectant les problèmes réels éventuellement causés par notre acte. Comme je le disais dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, vous n'êtes pas à la maison en tant qu'homme à des heures normales, je veux dire à 20h, 19h, 21h, vous venez à chaque jour à 23h, votre épouse s'en plaint. Il y a des raisons évidentes qui sont là. Il faut les évoquer pour la calmer, pour lui montrer qu'elle a raison. Elle a raison. Pas tellement qu'elle a raison pour avoir raison, mais parce que ce sont des choses qu'on doit voir dans une famille, qu'on doit voir dans un couple. Parce qu'il appartient aux 2 membres du couple d'assurer l'éducation des enfants. Et quand il y a une défaillance quelque part, il faut bien que cette défaillance-là soit reprise automatiquement. Donc, il faut que dans les couples, on cesse de vouloir se justifier. C'est la pire des choses à faire quand on est en train de demander pardon, se justifier. Non, on ne se justifie pas. Il faut présenter plutôt la situation et les dégâts collatéraux que la situation a bien pu créer. C'est cela. Quand la personne voit, on rappelle la situation. Ah oui, je devais être à la maison à 19h, j'ai tardé, je ne vais pas peut-être rentrer dans les explications pourquoi j'ai tardé. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'aurais dû être là pour être un époux pour ma femme, pour être un père pour mes enfants. J'aurais dû être là pour assurer la sécurité. J'aurais dû être là pour faire telle chose, telle chose. J'ai manqué à cela. Je m'en excuse. Il faut que le mot d'excuse sorte.
Parce qu'il y a des tempéraments pour lesquels les mots d'excuse n'existent pas. Enfin, du moins, c'est difficile à utiliser. Un tempérament comme les personnes qui sont mélancoliques, il y a des mots qui n'existent pas dans le lexique. Hein. Par exemple, excuse-moi, pardonne-moi, merci. Ils ont du mal à prononcer ces choses-là. Donc, pas qu'ils ne demandent pas qu'ils font amende honorable, pas qu'ils ne demandent pas ça, non. Mais ils ont du mal à verbaliser. Du coup, il faut qu'ils apprennent à dire un mot d'excuse. Je suis désolé, pardonne-moi, excuse-moi. Oh, j'ai vraiment déconné. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il faut que ces mots-là accompagnent toujours la demande d'excuses. Quand ça ne vient pas, celui qui est en face de nous a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a beaucoup de personnes qui demandent pardon, d'une façon, qui demandent pardon avec des actes. Et souvent, celui qui est en face ne perçoit pas le message. Et il se dit, mais la personne-là ne demande jamais pardon. Et elle est surprise, elle se dit, mais j'ai pourtant demandé pardon, est-ce que j'avais l'habitude de faire telle chose, par exemple? Si je l'ai fait là, c'est parce que je me condamne moi-même. Mais l'autre n'a pas perçu. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas les mêmes codes. En amour, il faut avoir des codes communs. Il faut qu'on se donne des codes communs. Si moi, je sais que je n'ai pas l'habitude de demander pardon, que je n'ai pas l'habitude de verbaliser la demande d'excuse, par exemple, il faut que je dise à ma femme, tu sais, moi, les mots d'excuse, ça ne vient pas facilement avec moi. Je vais faire des efforts pour corriger cela. Mais tu vois, si par exemple, il y a des difficultés entre nous, si tu me vois faire telle chose, ça veut dire que je demande pardon. Elle est au courant à partir de ce moment. Et donc, dès lors que je commence à faire ça, elle comprend et puis elle m'excuse. Très bien. En tout cas, on a eu plein d'informations dans cette intervention, pratiquement au cas de Madame Yolande Seri. On vous a sollicité aussi pour savoir comment vous demandez pardon. Alors, d'accord, on va rester en plateau. On n'a pas eu le micro-trottoir. On espérait l'avoir, mais ce sera pour demain sûrement. On passe au prochain cas qui nous vient de la ville de Katiola. C'est Monsieur Thio, Madame plutôt, Thio Elena, qui dit ceci. Venez à mon secours, le coach est là, ça va aller. Je n'arrive pas du tout à m'entendre avec mon mari. Non seulement il me fait régulièrement des bêtises, mais même sa façon de demander pardon m'énerve. Quand il me s'est fâché, il rentre les bras chargés de cadeaux, vous l'avez évoqué. Je prends les cadeaux, mais je reste fâchée. Et la nuit, il veut me toucher. Quand je refuse, c'est encore la guerre. Il me traite d'ingrate et de sorcière qui ne veut jamais rien laisser tomber. Ça me fatigue. Pour lui, c'est sa façon de demander pardon. Je lui dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Lui me retorque que c'est parce que je suis une sorcière et rancunière. J'ai besoin de quelqu'un pour dire à mon mari qu'il a tort. Merci de me répondre. Le coach il y a cas et puis il y a cas. C'est un cas. Hein? C'est un cas. Mais ce n'est pas un cas si compliqué. Parce qu'effectivement, les hommes... La majorité des hommes, et particulièrement, c'est en Afrique que moi je vois ça beaucoup, où on pense que les cadeaux, le sexe compensent en fait l'erreur. Et on a tendance à demander pardon les bras chargés de cadeaux. Voiture, clé de maison, bouquet de fleurs, parfum, etc. On va offrir ça en général quand on a fait une bêtise. Mais je vais vous dire que ça ne suffit pas. Ça ne doit pas être le commencement, ça doit être la fin. Très bien. Il y a des gens, par exemple, il y a une histoire et il s'est dit, et ça, il y a beaucoup d'hommes, les hommes, barbus comme moi, qui aiment bien ça. En général, moi, c'est pas d'abord. Ils se disent que c'est, par exemple, avec le sexe qu'on peut demander pardon. Mais il faut savoir que quand l'esprit n'est pas disposé, la sexualité ne peut pas être bonne. Et en général, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Donc, on ne peut pas demander pardon par le sexe. Ça doit être la finalité. C'est-à-dire qu'il y a l'acte de réconciliation qui a été fait et le sexe est je ne sais pas comment dire l'article, si c'est le ou la, soldat. Le soldat, c'est qui vient solder en fait la demande de pardon. Le sexe doit être la fin. Le cadeau doit être la fin. Coach, est-ce qu'une femme avec qui j'ai eu des histoires avec ma femme, est-ce que le fait de vouloir aller avec elle le soir, est-ce qu'elle doit prendre ça pour vous faire un moyen de pression? Oui ou non? Non, le sexe ne doit pas être un moyen de pression. Voilà. Tout comme le sexe ne doit pas être l'aboutissement d'une histoire. Je veux dire, ne doit pas être un moyen, un moyen de pardon. Parce que beaucoup de femmes, c'est ce que il y a des hommes aussi qui veulent parler. Oui, c'est vrai, ils l'utilisent comme arme. Beaucoup de femmes utilisent ça comme arme. Ah, ok, on a fait le pardon. Je t'attends au tournant. Et comme on sait que la nuit porte conseil,
où la nuit peut te déconseiller, c'est là qu'elles nous attendent au tournant. On a l'impression qu'elles nous attendent au volant, puisque là-bas, c'est elles qui tiennent le volant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, coach? Non, ces genres de situations arrivent quand on ne sait pas s'y prendre. Quand on n'a pas compris, je reprends. Vous êtes en palabre avec votre femme. Et c'est juste après ça, c'est-à-dire vous n'avez rien réglé, vous arrivez dans le lit et vous voulez qu'elle assure ses devoirs conjugaux. Ce n'est pas possible. Il y a un préalable. Elle n'est pas disposée dans la tête. Mais pourquoi elle prend les cadeaux qu'on donne? On n'a qu'à refuser. C'est un cadeau, non? C'est un cadeau offert, donc voilà. Mais le palabre aussi était offert, tu as refusé. Donc, prends le cadeau. Un palabre offert, dis donc. Elle prend le cadeau. Non, mais le cadeau doit arriver, pas pour remplacer le coach, mais le cadeau doit arriver avec des excuses, une démarche bien logique jusqu'à la fin de la nuit. Donc il doit avoir un timing du cadeau, quoi. Comme Alix est en train de dire, le cadeau doit venir après l'excuse. Coach, arrêtez ça, on est en Afrique ici. Non, soyons réalistes. Marcelin, vous ne demandez pas pardon, vous donnez des cadeaux. Le soir, ça va être compliqué. Le fait même de revenir, mais tu es là, même tu manages. Ça va être compliqué. Coach, il y a des fois, on manage. Enfin, je parle des autres. Mon Dieu, mais il y a des fois, il y a des gens, ils managent. Ils managent, mais comme vous avez si bien dit, ils témoignent chez vous. Je ne vais pas venir comme ça, chérie, je te demande pardon de tout mon cœur. Non, il y a des fois, c'est subtil. Ah, tu es belle. Mais non, coach dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Vers la fin, la nuit est dans, et puis l'ambiance familiale est dans. Vous voulez, mais c'est là maintenant, tu as oublié ce que tu as fait là. Ça, c'est une phrase que tous les garçons connaissent. Marco, oui, tous les garçons. Marco, cette phrase-là... Tu as oublié ce que tu m'as fait là. Elle est régulière. Pourtant, tu as pris mes cadeaux. Elle est régulière. Pourquoi? Il faut se poser la question. Elle est régulière. Pourquoi? Parce que la sincérité est un élément essentiel dans la demande de pardon. Et on voit que ça ne vient pas. Est-ce qu'elle a un détecteur de mensonges pour voir que tu n'étais pas sincère? Elle connaît un peu son mari, il est revenu à la maison, le sérieux. On n'a pas affaire à des enfants. Voilà. Et vous voyez, quand vous mettez du beurre sur du pain, ça se voit. Vous venez, vous m'avez offensé. Vous ne faites aucune référence à l'offense. Vous ne parlez pas de ça. Oui, ma femme. Non, coach, je parle du cas où, des fois, on fait... Non, là, je parle d'un cas où le monsieur, il a vraiment demandé pardon. Là, il a vraiment demandé pardon. Il a demandé pardon comment? Non, peu importe dans comment. Les règles de l'art. Il n'est pas coach comme vous. Lui, il a demandé pardon. Il a demandé pardon à sa manière, avec peut-être son côté maladroit, mais il a demandé pardon. Mais malgré ça, je parle d'une catégorie de femmes, elles ne veulent jamais accepter. Donc là, coach, la question, c'est de savoir comment aussi pardonner. Voilà. Non, il y a premièrement comment demander pardon, et puis il y a comment pardonner. C'est ça. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est carrément d'autres habiletés à acquérir. Mais il faut savoir, quand on présente des excuses, qu'on peut accepter les excuses ou non. On peut ne pas les accepter, il faut se préparer à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a demandé des excuses que systématiquement, celui à qui on présente ses excuses doit les accepter. Mais ce n'est pas parce qu'elle est fâchée qu'elle doit forcément se refuser à son homme. Non. Ça fait partie du devoir conjugal, c'est inscrit. Entendons-nous bien. On dépose les querelles devant la chambre et puis au pied du lit, les problèmes disparaissent. C'est ce que vous avez dit ici plusieurs fois. Absolument, les problèmes doivent disparaître. Mais il faut les emmener à disparaître. De quel côté au juste? Oui. Et du côté de la bonne démarche. Il faut emmener les gens à avoir, comme Alix est en train de dire, la bonne attitude. Dans le couple. Mais oui, oui. Vous me suivez depuis combien de temps? Ça marche bien, non, je pense. Donc voilà. Alice, je le suis. Suivez mon coach. Il faut avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est de faire les choses comme elles doivent se faire. Il faut que les hommes comprennent, et les femmes aussi, qu'on ne doit pas faire du chantage dans un lit. Merci. Le lit, je l'ai dit, ce n'est pas un tribunal. Donc dans le lit, on fait ce qu'il y a à faire, qu'on ne doit pas faire. Il n'a rien à voir avec le palabre d'avant. Avec le tribunal. Mais il faut savoir que quand les choses d'avant ne sont pas réglées, le lit ne peut pas être disposé. Parce qu'il faut connaître le fonctionnement de l'organisme de la femme. Une femme qui n'est pas préparée dans la tête, elle ne peut pas avoir une sexualité agréable, une sexualité... C'est pénible même la sexualité dans ces contextes-là pour la femme. Donc, si son esprit n'est pas disposé, les choses deviennent difficiles. Il faut donc disposer son esprit. Et disposer son esprit comment? Déjà, en lui présentant les excuses dans les règles de l'art. Parce qu'il faut comprendre qu'une chose est de demander des excuses, mais le comment est plus important que l'excuse elle-même. Parce que c'est facile de dire « pardonne-moi pour ce que j'ai fait, excuse-moi ». C'est facile, tout le monde peut dire ça. Mais c'est comment on le fait. Et le comment là, ce n'est pas forcément le cadeau. Le cadeau vient à la fin. Le comment, c'est d'aborder avec réalisme et sincérité la question qui a fâché. C'est d'aborder cette question-là. Il faut l'épuiser. Voilà. Il faut vider le contentieux. Bon, quand ça, selon Alix, je te demande pardon. Fais un bisou.
Mais Par là, fini, non? Par là, fini. Non, c'est en prévision d'autres par là, quoi. Non, mais justement, vous n'avez rien fait, vous demandez pardon. On ne sait jamais avec vous, les femmes. Avance sur excuse. Avance sur excuse. Dis donc, on fera avance aussi sur là-bas. Coach, dites-nous, dernière question, Christelle Acosta. Quand on vous attrape en flagrant délit, comment on demande pardon là? Elle vous a attrapé. Et puis il y a des femmes qui veulent que ça se règle, pas à deux, hein, mais il y a délégation publiquement. Comment on fait? Il faut faire les choses avec sagesse. Premièrement, il faut savoir que l'ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Parce que quand vous rentrez dans l'humiliation de l'ennemi, la première attitude qu'il a, c'est de sortir ses griffes. Parce que vous l'avez amené dans son dernier retranchement. Donc, il ne faut jamais chercher à humilier le mari ou la femme. Tu l'attrapes en flagrant délit, c'est là, c'est évident. C'est évident. S'il ne parle pas, laisse-le comme ça. Et trouver un moment propice pour régler l'affaire. Mais il ne faut pas chercher à l'humilier. Venez, il m'a trompé. Si vous faites ça, il va sortir ses griffes. Ben oui, il fera pire. Vous allez rester seul. Vous n'allez pas régler cette affaire-là. Ça ne pourra pas se régler. Parce que vous l'avez humilié. Vraiment, tellement de bons conseils à recevoir de la part du coach et des rebondissements, des questionnements à rebondissements de la part de Marcelin Govoy, bien sûr, pour nous mettre tous sur la piste de la cohésion. On vous souhaite un beau mercredi, aimez-vous et puis venez nous voir demain, 5h55. Rester élégante dans ce monde de challenge est indispensable pour moi. Mon élégance me donne de l'assurance. Être journaliste et porter du pagne, comment mieux montrer au monde que je suis africaine et dynamique? Se détendre avec ses amis après une dure journée de travail, il n'y a rien de tel. Et c'est mérité. Quelles que soient mes ambitions, mes défis et mes occupations, je reste citadine et fière de l'être. À découvrir dès à présent dans les points de vente habituels. Niwax révèle l'élégance africaine. À 3, je me mets au sport. Ça y est, je peux vivre à fond ma passion pour la musique et le sport. Yeah. Et ça, c'est sur la 3, la chaîne qui t'offre 3 fois plus de musique et 3 fois plus de sport. La 3, c'est Zo. Vis ta passion du sport et de la musique sur la TNT Canal 3, sur StarTime Canal 740 et sur le bouquet Canal Plus 99. Toutes les femmes, toutes unies.